plus se soucier de ce que pensent les autres. Voilà un sujet qui devrait bien vous intéresser. Je ne sais pas si vous êtes concerné, a priori pas tout le monde, mais c'est un sujet qui en général ne laisse pas indifférent. Pourquoi ce sujet? Eh bien, une fois encore, à commencer par mon expérience personnelle bien sûr, mais aussi par toutes ces personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à aujourd'hui et qui ont eu à gérer comme elles ont pu ou qui n'ont pas su gérer peut-être à ce moment-là un regard désapprobateur, une critique non aidante, non confortante sur un engagement, sur un chemin que prenait telle ou telle personne, en l'occurrence des stagiaires, en l'occurrence des personnes qui venaient en consultation pour un mieux-être psychocorporel, parce que ça existe aussi, ou tout simplement vous comme moi, dans notre parcours d'être humain, au niveau de l'enfance, de l'adolescence, et puis en tant qu'adulte, je crois que nous avons tous connu ça, à un moment donné, un regard, une parole, qui allait à l'encontre de ce que nous avions envie de faire, de devenir, ou tout simplement d'être, ce à quoi nous aspirions. C'est vrai que le fameux apprendre, comprendre, évoluer et se réaliser implique forcément, à un moment donné, la notion du changement. Et le changement n'est jamais confortable pour personne, à des degrés plus ou moins différents bien sûr, mais le changement n'est jamais confortable parce que tout simplement, il invite non pas à quitter sa zone de confort. Là, il y a déjà une confusion entre quitter et agrandir, une méconnaissance sur cette fameuse notion de zone de confort, mais on ne quitte jamais sa zone de confort. On ne fait que y rester complètement à l'intérieur et pour y devenir soit complètement limité et peut-être y étouffer à un moment donné, quand les choses ne conviennent plus, quand la situation, le contexte n'est plus satisfaisant ou épanouissant. Et dans le moins meilleur cas, mais qui n'est pas forcément plus facile à réaliser, si on ne quitte jamais sa zone de confort, au mieux, nous allons l'élargir. Et l'élargir comment? Eh bien, en reculant cette limite, en se confrontant à l'inconnu que représente la perspective d'un changement. Donc c'est jamais confortable, tout simplement parce que ça fait peur, ça remet en question. Et comme nous sommes tous miroirs pour tout le monde, que nous le voulions ou non, eh bien ce que je vais entreprendre de chemin personnel, professionnel, familial, sportif, bénévole, associatif, ce que l'on veut, tout ce que je peux entreprendre peut générer, dans l'effet miroir que je peux générer à toute personne en face de moi, peut générer une résonance quant au fait que telle et telle personne peut s'y reconnaître, mais ne pas forcément accueillir favorablement cette invitation tout simplement au changement, à l'évolution, à élargir sa zone de confort pour tout simplement mieux respirer, pour mieux évoluer, pour être encore mieux dans sa vie, avec soi-même, atteindre plus facilement ses objectifs. Donc, tout le monde n'est pas forcément prêt, tout le monde n'en est pas forcément au même niveau, tout le monde n'en a pas forcément envie, et puis il y a des moments où dans la vie, on prend un certain temps pour recharger les batteries, donc se poser, se reposer, pour mieux repartir. Et puis parfois, le temps que nous pouvons prendre à nous poser, nous reposer, eh bien, n'a pas pour effet de recharger les batteries, mais plutôt de nous décharger les batteries, celles qui nous restaient peut-être, et la reprise, le retour à avancer, à cheminer, d'un point de vue symbolique, avancer avec soi-même, n'en sera pas forcément plus facile. Donc la notion du changement, évolution, réalisation de soi n'est pas quelque chose de facile. D'où
que cela génère en général le plus souvent des réactions favorables, neutres ou défavorables par rapport à ce que l'on peut entreprendre envers et avec soi-même. Tout le monde connaît ça. Combien d'enfants ont raconté à leurs frères et sœurs ou à leurs parents qu'ils voyaient la nuit, par exemple, les fantômes, qu'ils voyaient les fées, qu'ils voyaient les gnomes, ou encore qu'ils volaient la nuit pendant qu'ils dormaient, ils volaient, comme les oiseaux, et à qui on a rétorqué « tais-toi, c'est des bêtises, oublie ça, c'est du n'importe quoi ». Et combien d'enfants se sont renfermés dans leur silence pour dire « ça, ce que je vis, ça me génère plus de problèmes qu'autre chose ». Dans la société des humains et en tout cas des adultes, certainement plus des adultes que des enfants en tant que tels, eh bien j'oublie. Et puis un jour ça ressort. Quand j'étais en exercice infirmier, en début de carrière, j'ai réalisé quelques missions humanitaires. Je suis parti dans plusieurs endroits, entre autres au Soudan, avec Médecins du Monde, en 1997, et on m'a dit à ce moment-là que j'étais instable, par exemple, parce que je partais en voyage, parce que je ne me satisfaisais pas d'un poste de fonctionnariat hospitalier, ou d'un salaire fixe et régulier qui tombait tous les mois, mais que j'avais besoin d'aller chercher ailleurs quelque chose d'assez illusoire, voire d'inatteignable. Donc j'étais instable. Et puis quand j'ai quitté mon activité infirmier, faisant savoir que je souhaitais me développer dans la formation professionnelle et créer un organisme de formation, chose que j'ai fait, on m'a gentiment rétorqué au sein de mon équipe et de mon service dans lequel j'étais à l'hôpital, que j'étais un doux rêveur, que j'étais utopique. Et puis aujourd'hui que j'accompagne essentiellement dans la santé par la pause alimentaire, dans la nourriture en conscience, dans l'imprégnation de l'énergie universelle de vie, la particule de lumière, le biophoton, reconnu comme tel depuis 1973-1974 par le professeur Fritz Albert Popp, allemand, physicien allemand. C'est quand même du scientifique tout ça. Eh bien aujourd'hui, certains disent que je suis un charlatan, mais beaucoup parmi vous témoignent que ça les aide énormément dans leur vie, dans leur relation à la nourriture, qu'ils se comprennent un peu plus, un peu mieux, et que ces vidéos que je fais à votre usage aussi, finalement, accompagnent bien des personnes avec la relation à la nourriture qu'elles pouvaient avoir de façon plus inconsciente avant, plus mécanique, plus dépendante, et petit à petit moins inconsciente, moins mécanique, plus libre. J'ai entendu bien des choses dans mon cheminement personnel, mais heureusement que je ne me suis pas arrêté à ça. Et je pense aujourd'hui à Dior qui se reconnaîtra dans cette petite vidéo et qui aujourd'hui souhaite faire aussi un chemin en conscience plus libre, plus autonome envers la nourriture conventionnelle et qui est confronté au regard des approbateurs de son mari. Je pense aussi à Muriel qui avait commencé un processus de nourriture en conscience et qui a arrêté son processus au 9e jour du fait des pressions du compagnon et de critiques très négatives, très acerbes sur ce qu'elle est en train de vivre. Je pense encore à cette personne qui s'était inscrite à un stage et qui, depuis 2 semaines, essuyait les critiques empreintes de peur
d'interrogation de son entourage proche et qui m'a téléphoné pour dire que finalement elle renonçait. Donc, allons à l'essentiel, comment ne plus s'occuper de ce que peuvent penser les uns et les autres? Eh bien, tout simplement, ne pas chercher à convaincre. Ne pas chercher à convaincre que l'entourage, quel qu'il soit, comprenne. L'entourage peut ne pas comprendre, l'entourage peut ne pas avoir envie de comprendre, l'entourage peut être davantage dans la fermeture que dans l'ouverture, tout simplement pour maintenir la zone de confort. Et ce qui lui est renvoyé, volontairement ou involontairement, eh bien, est rejeté, tout simplement pour rester dans cette zone de confort, qui est limitante ou qui est pas limitante. Ça dépend de là où chacun en est avec lui-même, au regard de ce qu'il a mis en place dans sa vie et qui lui procure satisfaction, épanouissement ou limitation, frustration. Donc c'est le respect de la différence, respecter la différence que représentent les uns et les autres. Le chemin que nous engageons envers et avec nous-mêmes n'est pas forcément le même que le voisin, que la voisine, et donc nous représentons une différence autant que l'autre représente une différence. Ne pas chercher à convaincre, ne pas chercher à vouloir à tout prix être entendu, compris, reconnu. Ne pas chercher à transformer l'autre quant au fait qu'il fasse pareil. C'est générer forcément des résistances, davantage encore de résistances. Non seulement ne pas convaincre, ne pas vouloir transformer, mais aussi chercher à rassurer. Rassurer, sans se justifier, sans donner des excuses, sans donner des prétextes, sans mentir, éviter de mentir. Alors c'est vrai, il y a le mensonge par excès, qui est le mensonge en tant que tel, et puis il y a le mensonge par défaut, c'est-à-dire ne pas dire les choses. Entre dire quelque chose d'autre, qui est un mensonge franc par excès, et ne pas dire, qui est un mensonge par défaut, eh bien, parfois le mensonge par défaut peut être utile, simplement pour ne pas générer davantage de peur. Parce que le plus souvent, il y a quand même quelque chose à dire. Le silence n'est pas toujours rassurant non plus. Donc c'est quelque chose qui doit s'aménager. Prendre soin de son entourage, préserver l'entourage, c'est très important. Je vous renvoie à cette vidéo que j'avais fait qui est comment préserver le lien social avec son entourage. C'est très important. Quant au fait que tel changement dans sa vie peut représenter quelque chose d'important à intégrer chez l'autre aussi. Que ce changement soit d'ordre alimentaire, qu'il soit vestimentaire, qu'il soit religieux, qu'il soit professionnel, qu'il soit géographique, un déménagement, qu'il soit un licenciement, qu'il soit une embauche dans tel et tel secteur professionnel. Je pense par exemple à Nicolas Perrac, le chanteur, qui était engagé en études de médecine il y a bien longtemps et qui, contre l'avis de la famille, en tout cas du père, qui je crois lui-même était médecin, eh bien, a arrêté ses études de médecine pour devenir chanteur, comme Danny Briand. Danny Briand qui a été aussi l'objet de regards désapprobateurs de l'entourage proche. Et combien d'autres personnes ont vécu ça aussi. Mais combien aussi de personnes, finalement, se plient, se fondent dans la masse pour ne pas se différencier, pour ne pas être tout simplement soi-même et se ranger derrière l'approbation générale, se ranger derrière un certain effacement de soi qui fait que, tôt ou tard, les choses remontent à la surface. Donc, dit-on, il n'est jamais trop tard, certes, mais vaut mieux tôt que tard. Si nous considérons que nous n'avons qu'une seule vie, alors peut-être s'accorder le temps pour mûrir certaines décisions, certaines actions, mais aussi savoir ne pas trop en perdre.
c'est aussi un juste dosage. Donc, ne pas chercher à convaincre, ne pas chercher à transformer l'autre, à rassurer. Rassurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer que vous allez bien, que vous êtes cohérent, que vous êtes pertinent, que vous allez bien, que vous avez une santé physique, un équilibre mental qui est là et contre lequel on ne peut rien dire puisque tout va bien finalement. Et que dans la vie, c'est légitime d'avoir aussi envie d'apprendre, de comprendre, d'évoluer et parfois de passer à autre chose ou d'aménager un changement. Vous pouvez aussi vous poser la question, pourquoi est-ce que c'est parfois difficile, plus ou moins difficile, d'accueillir la critique, le regard des approbateurs et de ne pas faire en fonction de ce que peut penser autrui. Par exemple, moi-même, en 2012-2013, alors que j'étais en descente alimentaire, dans le processus du manger moins, manger mieux, et que je m'imprégnais de cette nourriture en conscience, de ce matériau pranique, je me souviens qu'à mon 4e jour de pause alimentaire, qui était en décembre 2012, quelque chose comme ça, eh bien, mon voisin qui m'a dit oh, « Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est du n'importe quoi, tu ne peux pas vivre sans manger. Tu remangeras, Gabriel. » Et ça m'a tellement énervé que je me suis levé de ma chaise et je suis allé manger parce que j'étais justement énervé. Aujourd'hui, c'est très intéressant de voir avec le recul à quel point le fait de ne pas tenir compte, de ne pas ou de ne plus se soucier de ce que peut penser l'autre n'est pas si facile que ça. Et je crois pour la majorité d'entre nous. Donc, cette peur qui est cachée derrière la difficulté de ne pas tenir compte de ce que pense autrui, eh bien, gérer cette peur, car c'est le moteur qui actionne la mécanique, de s'identifier, de se conformer, de s'effacer, de s'oublier et finalement, quelques mois, années plus tard, de revenir avec cet objectif, cette perspective, cette aspiration à évoluer tout simplement. Eh bien, accueillir cette peur. Accueillir cette peur, ce n'est pas la réfléchir, ce n'est pas la rationaliser, au risque de la ruminer. C'est plutôt la ressentir, la vivre dans son corps. Écouter, ressentir cette peur dans le corps, là où elle s'exprime. En général, c'est le thorax, le plexus solaire, le ventre. On dit bien la peur au ventre. Et simplement la ressentir, la ressentir, la ressentir. Vous serez agréablement surpris de vous rendre compte que cette peur est illusoire, aléatoire, même si elle se fait ressentir, même si elle paraît si présente avec soi-même, cette peur n'a pas de fondement réel et c'est quelque chose qui est, voilà, qui est abstrait. On ne peut pas toucher du doigt la peur. Cette peur, c'est le plus souvent un des freins les plus importants chez tout le monde, dans son évolution avec lui-même. La peur est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à gérer, à dépasser, à intégrer. Car lutter contre la peur, en général, c'est la renforcer. On ne lutte pas contre la peur. La mère Teresa disait qu'on ne lutte pas contre la pauvreté. On œuvre en faveur de l'abondance. De même qu'on ne lutte pas contre la guerre, on œuvre pour la paix. Et donc, ne pas chercher à lutter contre la peur ou à éviter la peur ou à oublier la peur ou à l'étouffer, ce qui s'appelle du refoulement, ou à l'ignorer, ce qui s'appelle du déni. Je vous invite vraiment à accueillir cette peur, à la ressentir, à la vivre en conscience. Et vous serez très surpris de vous rendre compte
qu'elle s'intègre, qu'elle se dilue, qu'elle se délite, bien évidemment, elle peut réapparaître plus tard, plus loin, ailleurs, eh bien, suivre son cheminement et apprendre à jouer avec la peur, de manière à ce que vous ne soyez plus dominé par vos peurs, mais que vous deveniez maître de vous-même en devenant maître de vos peurs. Une fois encore, on dira que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est clair que ça reste toujours difficile tant qu'on ne pratique pas, tant qu'on ne s'entraîne pas. C'est ce qui fait la différence. Avec les personnes qui ont des souhaits et les personnes qui ont des objectifs. Avoir des souhaits, espérer, c'est fondamentalement différent qu'avoir des objectifs. La personne avec des objectifs a une stratégie d'action et met des actions en place. Donc, elle agit. Et ce qui lui permet d'évaluer. La personne qui a des souhaits, qui est dans l'espoir, est relativement passive, statique, et a plus de mal à mettre en place des actions, et va être davantage dans le temps fera les choses, j'espère que ça va aller demain, et puis on verra demain. Donc on aborde là, donc on évoque là le thème qui fera l'objet d'une vidéo prochainement, qui est la procrastination, qui est un thème très important, puisque à peu près tout le monde l'a au moins pratiqué, sinon une fois, voire plusieurs fois dans sa vie, à commencer par moi bien sûr. Donc, ressentir pleinement sa peur. Les études en psychologie médicale disent que le stress se nourrit de deux émotions fondamentales, la peur ou la colère. Et puis que plus la peur est présente, plus l'anxiété est présente, plus elle est l'apanage de personnes ayant un manque de confiance en elles, mais aussi d'estime de soi. Autrement dit, si vous voulez gérer plus facilement ou ne pas tenir compte systématiquement de ce que peut penser l'entourage à partir du moment où ce que vous décidez pour vous-même est fondé, bienveillant, respectueux de vous-même mais aussi d'autrui, parce que cohérent, pertinent, eh bien, tout simplement, ayez confiance en vous. Avoir confiance en soi repose sur avoir une bonne estime de soi. Comment avoir une bonne estime de soi? S'aimer. Plus vous vous aimez, plus vous avez confiance en vous, moins vous êtes sujet au stress, moins vous êtes sujet à la peur, à l'anxiété, à l'angoisse, à la déprime, à la dépression. Donc, ayez confiance en vous, cultivez l'estime de vous-même. Alors ça mériterait de s'y attarder pendant une paire d'heures, ce thème de l'estime de soi. Il y a bien des vidéos qui traitent de ça, il y a bien des livres et des vidéos qui traitent de ça. En tout cas, c'est fondamental. Plus vous avez de l'estime pour vous-même, plus, entre guillemets, vous allez loin avec vous-même, plus vous vous autorisez, vous connaissez la pub, parce que je le vaux bien. À ce titre, pour les personnes qui écoutent, regardent cette vidéo, qui ont déjà mon livre, et peut-être les personnes qui seraient intéressées pour l'acquérir, je vous invite à pratiquer. Certes, lire c'est une chose, mais pratiquer c'est encore mieux. Pratiquer, page numéro 118, la deuxième pratique qui est dans mon livre, qui est cette respiration calmante, apaisante et qui renforce l'estime de soi. Je ne vous en dis pas plus, page 118. Comment faire? Autre suggestion possible, eh bien, cultiver le lâcher-prise. Comment lâcher prise? Eh bien, tout simplement être dans l'indifférence. Cultiver l'indifférence. Cultiver la différence de l'autre par rapport à ce qui peut vous démarquer de l'autre, par rapport à vos engagements, vos aspirations, vos trajectoires qui ne sont jamais identiques à tout le monde, bien sûr, en cultivant l'indifférence de ce que vous pouvez entendre envers cette différence, justement. Devenir indifférent en cultivant l'indifférence. Il y a quelques années, j'ai eu une fracture de la main
J'ai été bandé, plâtré, opéré avec 2 broches ici en janvier et je devais avoir ces broches enlevées vers le mois de mars-avril, je ne sais plus, peut-être mars. Et arrivé en février, eh bien c'était la saison de ski. J'ai pratiqué pendant plusieurs années le ski alpin. Et puis, bien sûr, j'avais très envie d'aller au ski. J'étais comme ça, avec l'écharpe. Et dans mon entourage, absolument 100% de mon entourage m'a formellement déconseillé d'aller au ski en me disant « mais tu vas tomber, tu vas te faire tuer par le chirurgien, tu vas t'abîmer ta main, il faut surtout pas que tu y ailles, c'est du grand n'importe quoi ». Eh bien j'ai cultivé ma différence d'avoir envie, alors que bien des personnes à ma place n'y seraient pas allées, d'avoir envie d'aller au ski en cultivant l'indifférence de ce que j'entendais, c'est-à-dire t'es fou, faut pas y aller, c'est dangereux, tu vas te faire mal, le chirurgien va te tuer, il va pas être content. Une seule personne dans cet entourage, en l'occurrence entourage professionnel, une seule personne m'a dit « Gabriel, vas-y, suffit d'aller doucement, vas-y, et si tu vas doucement, tu tombes pas et tout va aller bien ». Cette personne était médecin. Merci Pascal. Donc je suis allé au ski, je ne me suis pas trop écouté, je suis allé un petit peu vite, je suis tombé, mais je me suis protégé comme ça et ça a été très bien, je ne me suis pas abîmé davantage. Ça aurait pu moins bien se passer, mais ça s'est très bien passé. Voilà. Autre suggestion possible, valoriser cette différence. La différence que représente le fait que vous ne soyez pas comme tout le monde dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous faites déjà et qui vous démarque forcément, eh bien cultivez cette différence, faites-en un atout, faites-en une valeur, faites-en une force sur laquelle vous appuyez et qui fait votre style à vous et qui ne ressemble pas au voisin, qui fait entre guillemets votre charme. Pourquoi? Parce que cultiver sa différence, c'est cultiver le fait que les choses soient justes pour vous. En réalité, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont justes. Et cultiver sa différence en respectant l'autre, paradoxalement, c'est aussi inviter l'autre à évoluer dans ce lâcher-prise, parce que quand vous êtes juste avec vous-même, vous résonnez un charisme qui invite l'autre aussi dans ce lâcher-prise paradoxalement que vous cultivez, que vous entretenez. Vous invitez l'autre aussi par inspiration, par motivation qui est générée naturellement chez l'autre. Vous l'invitez à en faire de même, non pas à changer, non pas à devenir excentrique, non pas à devenir asocial, mais à devenir juste envers lui-même, à être plus en accord avec ses besoins, à écouter davantage ses besoins, à accueillir ses peurs, à reculer sa zone de confort, ses propres limites, et donc à respirer mieux dans sa vie, dans son corps. Cultiver cette différence. Cultiver la justesse des choses par rapport à ce que vous pouvez percevoir et ressentir. Autrement dit, vous-même, n'écoutez pas trop votre mental. Le mental n'aime pas le changement, car le mental est piloté bien plus par l'ego que le reste de notre personne, de notre individualité. Savoir écouter sa petite voix, savoir écouter son intériorité et ressentir la justesse pour vous plutôt que mentaliser, rationaliser. Car la pensée active plus facilement l'émotion type peur, frustration, colère et génère davantage de limitations tout simplement pour rester dans le confort et éviter l'inconfort d'une confrontation à l'inconnu. Comment rester dans la perception au niveau du corps, de son corps? Comment ressentir les idées? Comment ressentir non pas ce qui est bien, mais ce qui est bon, ce qui est vertueux, ce qui est respectueux pour vous dans votre cheminement personnel, professionnel, familial, amoureux ou autre? Eh bien, inspirer. Inspirer vous permet de rester en contact avec le corps. Plus vous inspirez, plus vous ressentez le corps. Et inspirer
permet de devenir inspirant. Inspirant voulant dire susciter quelque chose chez l'autre parce que vous êtes en action, vous êtes en cheminement avec vous, dans l'accueil de qui vous êtes, de ce que vous êtes avec vous-même. Indirectement, vous accueillez aussi l'autre tel qu'il est, mais aussi dans sa différence. Cette acceptation est à la base de ce lâcher-prise, du respect, de la différence dans les deux sens, et vous devenez inspirant. Tout simplement, quand j'ai démissionné de l'hôpital, que j'ai fait mes cartons pour vider mon bureau, parce que j'avais un bureau de consultation, eh bien, un médecin qui était dans ce service, un médecin vacataire, qui se reconnaîtra peut-être, après des années de pratique hospitalière, mais non validé, non reconnu en tant que praticien hospitalier, simplement vacataire remplaçant, de me voir faire mes cartons et de m'en aller pour construire cet organisme de formation que j'ai réalisé après, a fait la même chose, a commencé à trier son bureau, a commencé à faire aussi des cartons, à faire du ménage, à faire du rangement dans sa tête, dans ses idées, dans ses dossiers, dans ses livres, et de me dire que cette personne allait passer le concours de praticien hospitalier, en vue d'évoluer aussi professionnellement. J'ai déjà aussi raconté qu'il y a quelques années, faisant fonction de puériculteur pour le conseil général de mon département, à domicile, en visite à domicile, pour une maman qui était confrontée à la violence scolaire de son gamin de 5 ans, en l'occurrence qui mordait les petits copains à l'école, me demandait ce qu'elle pouvait faire et moi de lui proposer X choses, d'envisager X solutions et qui aucune ne convenait. À un moment donné, moi de lâcher prise de toute tentative que je pouvais encore mettre en place pour solutionner son problème, sa difficulté, eh bien m'a raccompagné à la porte. Et au moment où je lâchais prise, symboliquement parce que j'arrêtais de chercher des solutions, au moment où je lui ai suggéré de consulter la psychologue du centre médico-social où j'exerçais, et au moment où j'ai enclenché la porte de sortie pour m'en aller, après lui avoir dit au revoir, à ce moment-là, cette maman m'a raconté finalement le pourquoi de la violence de son gamin, du fait d'un conflit affectif, relationnel avec son mari. Eh bien, il y avait eu des répercussions chez le gamin de 5 ans, tout simplement. Autrement dit, le fait d'enclencher cette clenche de porte a déclenché quelque chose chez cette maman qui est le pouvoir, dans tout le paradoxe que cela peut constituer, le lâcher-prise. Le lâcher-prise est bien plus puissant que l'on peut s'imaginer. Cultivez le lâcher-prise. Devenez inspirant en inspirant, en respirant. Ce qui aura aussi pour effet de cultiver, d'entretenir le fait de revenir le plus souvent à votre axe, c'est-à-dire d'être centré et d'être ancré, qui a aussi pour effet de maintenir, de renforcer votre posture, non pas la position physique, mais la posture, c'est-à-dire le positionnement envers vous-même, votre engagement envers vous-même, et le fait que c'est quelque chose qui est résolument placé sur votre chemin. Cultivez cette posture en inspirant et devenez, par voie de conséquence, sans chercher à le devenir, sans vouloir le devenir plus que ça, devenez inspirant. Élément très important dans cette petite liste de ce qu'il serait possible, liste non exhaustive, dans cette petite liste de ce qu'il serait possible de réaliser, de faire, d'entretenir, pour ne pas ou ne plus tenir compte de ce que peut penser autrui, à partir du moment où c'est bon pour vous et bon pour autrui, eh bien, ne cherchez pas ou ne cherchez plus à faire bonne impression. Cultivez l'expression. Passez de l'impression à l'expression. Cultivez l'expression de vous-même, c'est-à-dire affirmez-vous. Affirmez-vous. Alors, s'affirmer, ce n'est pas se soumettre, passer en dessous,
Mais ce n'est pas non plus s'opposer, se rebeller en passant au-dessus et entre guillemets d'écraser les gens. S'affirmer, c'est être dans le respect une fois encore de ses besoins, en respectant l'autre, en n'oubliant pas ses propres besoins et simplement de poser les choses, de dire les choses. Alors c'est vrai que tout n'est pas forcément à dire. J'ai évoqué en début de vidéo le mensonge par défaut, le mensonge par excès. Tout n'est pas forcément à dire. Éviter de mentir, éviter les excuses, les prétextes. Pour autant, faire attention de la manière dont certaines choses peuvent être dites, une fois encore de manière à préserver la personne, la rassurer et la conforter finalement dans sa zone de confort. Car si changement il doit y avoir, il doit venir de l'intérieur et non pas de l'extérieur. En tout cas, pas de façon trop volontaire ou volontaire du tout. De l'extérieur par une tierce personne. Le changement, il est inspiré peut-être de l'extérieur, mais il est surtout accueilli et accepté de l'intérieur. Ne plus chercher à faire bonne impression, c'est aussi ne plus chercher le conformisme. Ne cherchez plus ou ne cherchez pas à vous conformer à. Une fois encore, c'est la confiance en soi, l'estime de soi qui va vous y aider. Ne cherchez pas le conformisme, ne cherchez pas non plus la perfection. La perfection est un piège qui génère beaucoup d'incertitudes, beaucoup de frustration et qui mobilise beaucoup d'énergie. Cherchez la perfection, fonctionnement que j'ai bien connu pendant un certain temps, perfectionniste, eh bien, n'est pas forcément ce qui ménage sa zone de confort. Et c'est loin d'être ce qui amène le plus de gratification en voulant élargir sa zone de confort. Cultivez plutôt mieux, le mieux que le meilleur. Ce n'est pas être non plus dans l'approximation, dans la médiocrité ou dans la résignation. C'est aussi cultiver le juste milieu. S'il y a une eau trouble à changer, c'est plutôt l'eau intérieure, mais ne pas chercher à changer l'eau extérieure. L'eau extérieure, c'est tout simplement la société. Apprendre à devenir un bon poisson pour nager en eau trouble, plutôt que vouloir à tout prix changer l'eau trouble. C'est une affaire uniquement personnelle avec soi-même, que de ne pas chercher à se conformer à autrui, et pour autant à non plus ne pas s'opposer systématiquement à tout et à tout le monde. Affirmation de soi, respect de ses besoins, et de temps en temps visiter son intérieur pour aller bilanter, évaluer le bien fondé de ses actions, de ses aspirations, de ses envies. C'est aussi ne plus être dépendant du regard extérieur, systématiquement dépendant du regard extérieur en tout cas. Comment gérer la critique en tant que telle? Eh bien, se dire que jamais personne ne fait l'unanimité. Je crois que autant que nous sommes, nous pouvons tous dire que nous avons tous, au moins une fois dans notre vie, connu la critique, la désapprobation. Jamais personne ne fait l'unanimité. Et la critique en tant que telle, eh bien l'accueillir, qu'elle soit fondée ou non fondée. Car bien sûr, c'est plus facile d'accueillir une critique qui n'est pas fondée, mais même la critique fondée peut être intéressante à intégrer et sur lequel baser une introspection, une réflexion, de manière à valider ce que nous décidons pour nous-mêmes, ce qui va entre guillemets à l'encontre d'autrui, ce qui peut être mieux pour soi. La critique, tout simplement, fait grandir. Et puis, accueillir la critique limite l'ego. Accueillir la critique permet la remise en question. La remise en question
ne doit pas se confondre avec le doute, l'incertitude, l'hésitation, lesquels vont amener davantage de peur et d'anxiété. Simplement la remise en question, l'évaluation de ce qui est bon ou pas bon pour soi. Toute critique peut avoir sa pertinence, qu'elle soit fondée ou non fondée. La critique non fondée sert aussi à accepter l'autre dans ce qu'il est, quand bien même il peut être insultant. Pourquoi? Parce que l'autre peut ne pas avoir conscience de ce qu'il est en train de dire ou de faire. L'acceptation inconditionnelle. L'inconditionnel du cœur, de l'estime de soi, qui génère davantage d'amour pour autrui. Plus vous vous aimez, plus vous allez accepter aussi l'autre tel qu'il est, et moins vous serez sensible à la critique. Plus vous êtes dans le mental égotique, avec une estime de soi aléatoire, plus vous serez sensible à ce que l'autre peut penser de vous. Plus vous vous aimez, plus vous êtes en accord avec vous-même, donc à l'écoute de vos besoins, donc dans une conscience plus expansée, donc dans un mental égotique plus tempéré, moins vous serez sensible à la critique. Enfin, une fois encore, cette énumération, tout au long de cette vidéo, est loin d'être exhaustive. Vous auriez d'ailleurs vous-même certaines suggestions à m'apporter. Peut-être je vous invite à quelques commentaires sous cette vidéo, comme d'habitude. Je voudrais vous proposer une dernière option, une dernière possibilité, qui est de ne pas chercher à être le meilleur, mais plutôt de chercher à donner le meilleur de soi-même. Donner le meilleur de soi-même pour, en étant à l'écoute de ses besoins, en étant à l'écoute de soi, de sa petite voix, de ses aspirations profondes qui peuvent être anciennes, réaliser sa légende personnelle, réaliser sa mission de vie. Je vous renvoie à cette vidéo que j'ai faite en juillet au Québec, à Montréal, sur quelle serait votre mission de vie. Je vous renvoie à cette vidéo, je vous invite à la revoir, à la réécouter. Elle est directement en lien avec cette vidéo d'aujourd'hui sur le fait de ne plus systématiquement écouter ce que peut penser de vous votre entourage. Se donner les moyens à un maximum de niveau pour être en phase, en accord avec soi-même, s'autoriser le meilleur pour soi-même sans chercher à être le meilleur, tout en donnant le meilleur de soi. C'est ce que disait David Douillet en 2001 aux Jeux Olympiques de Sydney, où il a été médaillé champion olympique de judo. Quand on lui a demandé « Alors David, tu es heureux avec cette médaille? Ça y est, tu es heureux ?» Et lequel a répondu aux journalistes « Non, pour moi le bonheur n'est pas cette médaille. Pour moi le bonheur n'est pas le titre olympique, mais il est d'être à jour avec son cahier des charges. » Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Très bon cheminement avec et envers vous-même. Puissiez-vous réaliser votre légende personnelle, ce à quoi je me consacre résolument. À très bientôt. Au revoir.